Bonjour à tous. Cet après-midi, les discussions reprennent à l'article 11 du projet de loi sur la réforme des retraites, un article qui porte sur l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires. Le contexte social dans lequel s'inscrit cet examen reste toujours très tendu. Demain est prévue une journée de mobilisation et puis encore une autre mardi prochain à la veille du vote solennel sur la réforme des retraites, même si cette date risque d'être difficile à tenir parce que l'examen du texte s'effectue très lentement. Ce matin, l'Élysée a ordonné le déblocage de 3 dépôts de carburant. Malgré cela, c'est un secteur qui reste très perturbé par les grèves. Et puis par ailleurs, la mobilisation lycéenne continue sur un fond de crainte des débordements. Et d'ailleurs, le préfet de Paris a suspendu pour l'instant l'utilisation des flashballs. Tout de suite, direction l'hémicycle pour la suite de l'examen de la réforme des retraites. De la suppression de l'ensemble des alinéas de l'article, nous réaffirmons notre opposition à l'ensemble du dispositif de cet article. Pour vous convaincre, je voudrais aborder la question des emplois classés en catégorie active dans la fonction publique hospitalière. Il s'agit là de métiers particulièrement stressants et éprouvants physiquement. Je ne m'étendrai pas sur ce point puisque plusieurs de mes collègues l'ont amplement démontré. Alors que le gouvernement s'était engagé, je fais référence à l'engagement numéro 9 du gouvernement sur les retraites, à, je cite, « tenir compte de ceux qui ont eu une vie professionnelle plus difficile », cet engagement entre en totale contradiction au détriment des salariés avec l'objectif affiché. Lors de l'examen du projet de loi portant rénovation du dialogue social et anticipant les débats sur les retraites, le gouvernement a, par un cavalier législatif, fait passer de 55 ans à 60 ans l'âge de départ à la retraite des infirmiers et personnels paramédicaux en échange du versement de ces derniers dans la catégorie A de la fonction publique. Avec les sénateurs de mon groupe, nous avions proposé au contraire de reconnaître la qualité et l'engagement des professionnels par une double revalorisation au travers d'une part de la qualification et d'autre part de la gratification. Aujourd'hui, nos divergences sont toujours les mêmes. Nous considérons que les emplois visés, notamment en raison de la pénibilité, ne peuvent faire l'objet d'un relèvement des limites d'âge. Et parce que l'article 14 du projet de loi s'inscrit dans la droite ligne de cette première atteinte portée au statut des infirmiers du public, face à la dégradation des conditions de travail dans le public comme dans le privé, à la remise en cause de la reconnaissance de la pénibilité pour l'ensemble des professionnels du secteur de la santé et au nom de la défense des droits de l'ensemble des salariés des catégories actives de la fonction publique, nous vous demandons de voter pour cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, amendement, donc avis défavorable de la commission, s'il vous plaît. Ministre. Défavorable, Monsieur le Président. Défavorable. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Amendement 789, il est présenté par Madame Assassi. Pardon, par Monsieur Fischer. Monsieur le Président. Oui, par cet amendement, dans le droit fil des positions que nous avons défendues, nous sommes opposés au passage de l'âge légal de départ à la retraite de 59 ans lorsqu'elle était fixée antérieurement à 57 ans. Pour les agents de la fonction publique nés à compter du 1er janvier 1966. Alors cette date cette limite d'âge concerne particulièrement, parmi un certain nombre de catégories, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Pourtant, ces personnels subissent des conditions de travail dont la pénibilité est caractérisée et reconnue. Cela justifie d'ailleurs un départ précoce et un aménagement de leur temps de travail. Les contrôleurs aériens, souvent appelés aiguilleurs du ciel, ont en effet pour mission d'assurer le contrôle et la sécurité et la gestion de la circulation aérienne. Il s'agit d'une mission d'intérêt général fondamentale, source d'un grand stress chez les contrôleurs compte tenu du développement du mode de transport aérien.
voire de l'explosion des trafics. En effet, la moindre erreur pourrait avoir des conséquences particulièrement dramatiques. L'importance du trafic, les conditions météo, les plans de vol et trajectoires des avions, voilà de nombreuses informations que le contrôleur doit analyser simultanément. Il doit ainsi être en mesure de réagir et de prendre des décisions avec une extrême rapidité. Plus fondamentalement, leur métier est éprouvant, lourde responsabilité. Comme le pilote, le contrôleur aérien tient la vie de tous les occupants d'un avion entre ses mains. Il doit donc en être en parfaite condition physique et surtout nerveuse, Il communique bien sûr en anglais avec les pilotes dans la plupart des cas. Il travaille en horaire décalé. Le service fonctionne. Comment? Ah, je n'ai pas dit ça, monsieur le ministre. Attention, ne caricaturez pas mes positions. Mais si vous en êtes d'accord, allons-y. Or, ces conditions de travail particulièrement pénibles et justifiant un départ anticipé n'ont pas changé, bien au contraire. Le trafic étant de plus en plus important, les conditions donc méritent d'être regardées de très près. C'est pour cela que nous demandons le maintien de leur âge légal de départ à la retraite à 57 ans, et cela pour deux raisons: préserver les droits sociaux des contrôleurs aériens, mais parce que nous considérons que maintenir dans l'emploi ces contrôleurs trop tard pourrait faire peser des risques importants sur la bonne réalisation de leur mission de sécurité. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Avis défavorable de la commission. Favorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Avis défavorable, Monsieur le Président. Favorable. Pas d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Amendement 790, Madame Assassi. Merci, Monsieur le Président. L'alinéa 4 de cet article traite des fonctionnaires dont la limite d'âge était jusqu'alors fixée à 58 ans pour la relever à 60 ans. Alors bon, cela ne saurait vous étonner. Nous souhaitons supprimer cet allongement. Nous sommes ainsi en cohérence avec les amendements précédents déposés sur cet article comme sur l'ensemble du texte. Le dispositif donc, que vous nous proposez est, selon nous, inadapté et contradictoire. Et je vais, si vous le permettez, maintenant vous donner les paramètres qui nous permettent, pour ce qui nous concerne, d'aboutir à cette conclusion. Premièrement, seuls 40% des 55-64 ans ont un emploi. L'emploi de ceux que l'on appelle des seniors est difficile et nombre d'entre eux terminent leur carrière par des années de chômage. Deuxièmement, favoriser l'emploi des seniors contribuera à augmenter celui des jeunes. Ce sont autant de postes qui ne seront pas occupés par de nouveaux entrants sur le marché du travail. Troisièmement, le chômage des jeunes est déjà extrêmement important. Et vous le savez, il est aujourd'hui évalué à 25% des jeunes de moins de 25 ans en âge de travailler. Quatrièmement, le chômage, comme les retraites, a un coût financier qui incombe à l'État, en plus de son coût social. Alors comment le gouvernement peut-il ainsi prévoir de reculer l'âge limite du départ à la retraite sans par ailleurs se soucier de la question de l'emploi réel des seniors? Ces deux questions se complètent sous peine de devenir inefficaces ou d'appauvrir nos futurs retraités condamnés à des années de chômage supplémentaires au risque que celles-ci soient prises en compte dans le montant de leur pension. Selon la branche chômage de la sécurité sociale, l'UNEDIC, le coût de la réforme des retraites sur l'assurance chômage serait colossal. Les chiffres ont déjà été évoqués, mais je me fais un petit plaisir pour les rappeler ici, parce qu'ils sont tout simplement significatifs. La réforme des retraites va creuser le déficit de l'assurance chômage de 440 à 530 millions d'euros par an à partir de 2017. Voilà donc les raisons de notre refus du recul de la limite d'âge de départ à la retraite qui, dans la fonction publique comme ailleurs, n'aura pour effet que d'alimenter le chômage des jeunes, particulièrement en difficulté, par la diminution du nombre de places au concours qui, allié à la RGPP, sera drastique. C'est pourtant bien l'emploi qui constitue une des ressources principales de la sécurité sociale en matière de financement des retraites par le biais de la cotisation des actifs. Alors le cercle vicieux
des dispositifs prévus par le gouvernement est bouclée, puisque les mesures prévues alimenteront purement et simplement le déficit des comptes de l'État. Et voilà pourquoi, j'espère avoir été clair, nous demandons donc la suppression de cet alinéa, comme de ceux d'ailleurs qui vont suivre, parce qu'il s'agit pour nous de quelque chose de fondamentalement important. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, avis défavorable pour la suppression de l'alinéa 4, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. Avis du gouvernement. Défavorable. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Le 791, Monsieur Danglo. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'alinéa 5 de l'article 14 repousse à 61 ans l'âge de départ à la retraite sans pénalisation pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962, s'agissant des emplois classés en catégorie active. Vous n'avez de cesse de parler d'équité entre public et privé, quand en réalité, vous cherchez à économiser sur le régime des fonctionnaires en l'alignant sur le privé. Car pour vous, s'agissant des salariés, l'équité ne peut se concrétiser que vers le bas. Vous cherchez sans cesse à opposer les salariés du privé à ceux du secteur public, tentant de faire passer ces derniers pour d'indécents privilégiés. C'est une constante de votre politique, diviser pour régner. Mais une constante qui fonctionne de moins en moins bien. Il n'est qu'à voir comment se côtoie dans les manifestations toute la diversité des secteurs publics comme privés. Le tous ensemble sonne l'échec cinglant de vos campagnes de division. Ce que nous défendons, c'est une véritable égalité devant le droit à la retraite, et nous n'oublions pas que c'est pour commencer la réforme Balladur de 1993 qui a précisément creusé les inégalités entre les différents régimes. En portant la période de référence de 10 ans à 25 ans pour le calcul des pensions dans le privé et en allongeant la durée de cotisation de 37 ans et demi à 40 ans, vous avez définitivement installé le déséquilibre entre le secteur privé et le secteur public. Puis, au nom d'une prétendue équité, vous avez dénoncé ce déséquilibre et, dans la réforme de 2003, accru la durée de cotisation des fonctionnaires pour prétendre à la retraite en l'alignant sur le privé. En conséquence, aujourd'hui, vous augmentez l'âge de départ à la retraite et la limite d'âge de tout le monde à égalité 2 ans. Vous manifestez une singulière conception de l'équité et de l'égalité, une conception pour le moins partisane, vers le bas pour l'énorme majorité des salariés et vers le haut pour les dirigeants de grandes entreprises pour lesquelles les retraites s'apparentent à une pêche miraculeuse. Qu'ils viennent de la fonction publique ou du secteur privé, les salariés ne sont pas, Monsieur le ministre, responsables de l'insuffisance de financement des retraites. Ce sont vos politiques inégalitaires, antisociales qui le sont. Nous refusons donc toute augmentation de la limite d'âge pour les fonctionnaires en service actif. Nous demandons la suppression donc de cet alinéa 5. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Nouvelle suppression, donc avis défavorable, s'il vous plaît. Défavorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Défavorable, Monsieur le Président. Défavorable. Explication de vote. Il n'y a pas d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Amendement 792. Madame Montimerin. J'ai perdu, je ne sais pas si ça marche. Bon. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'alinéa 6 de l'article 14 que nous vous proposons de supprimer repousse à 62 ans l'âge de départ à la retraite sans minoration pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961. Il s'agit des emplois classés en catégorie active et je souhaiterais rappeler ce que sont les emplois de fonctionnaires classés en catégorie active. Il s'agit de ceux présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.
Augmenter donc dans la loi l'âge de départ à la retraite, c'est rayer d'un trait de plume cette particularité, c'est ne pas tenir compte du fait que risque particulier ou fatigue exceptionnelle, cela signifie probabilité de diminution de l'espérance de vie, ce qui montre, s'il était encore nécessaire, que votre insistance sur ce critère de l'espérance de vie n'est qu'un prétexte. Les femmes seront ici particulièrement touchées, puisque nous savons bien que dans la fonction publique comme ailleurs, nombre d'entre elles touchent des salaires faibles. Elles ont aussi des carrières amputées par des périodes prises, par exemple, pour élever les enfants. Beaucoup seront obligés de travailler durant ces 2 ans supplémentaires pour ne pas percevoir une pension davantage minorée. Vous allez finalement pénaliser les fonctionnaires plusieurs fois, en allongeant la durée de cotisation, en augmentant le montant des cotisations et en diminuant dans le même temps le montant de leur retraite, là encore au nom d'une prétendue équité. Quelques mots sur l'augmentation des cotisations qui, je le souligne, atteindra 34,93% en 10 ans. Elle se traduira nécessairement par une nouvelle baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Ce n'est pourtant pas propice à une relance du pays, pourtant nécessaire pour lutter contre le chômage et donc pour faire entrer des cotisations. D'autre part, elle repose votre affirmation selon laquelle les fonctionnaires paieraient moins que les salariés du privé. C'est faux. Le taux de cotisation des agents de la fonction publique est de 7,85%, celui des salariés du privé est de 6,65% pour la cotisation vieillesse plafonnée, plus 0,1% pour celle déplafonnée, soit 6,75%. Quand vous évoquez un taux de 10,55%, vous omettez de dire que ce pourcentage intègre la cotisation pour la retraite complémentaire des salariés du privé dont ne bénéficie pas le secteur public. Quel que soit le bout par lequel on prenne l'article 14, il constitue dans toutes ses déclinaisons une régression que nous combattons. C'est la raison de notre demande de suppression. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, Monsieur le Président, nouvelle suppression, donc avis défavorable, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre, l'avis Défavorable, Monsieur le Président. Défavorable. Pas d'explication de vote, Madame Le Texier. Merci, Monsieur le Président. En fait, une question me taraude depuis ce matin lorsque l'on parle d'espérance de vie. Données statistiques, disait à l'instant Madame Hermange, donc irréfutable. Dont acte. Données statistiques, donc irréfutables. La question qui me taraude est la suivante. Plusieurs fois ce matin, le ministre nous a élégamment renvoyé dans nos buts à chaque fois que nous essayons de demander le maintien de la pénibilité pour les infirmières, en nous disant l'espérance de vie des infirmières est équivalente, voire légèrement supérieure, à l'espérance de vie d'une femme lambda. Je voudrais savoir pourquoi cet argument d'espérance de vie équivalente nous est renvoyé pour réfuter nos arguments lorsqu'il s'agit de ce cas précis, d'espérance de vie équivalente et des infirmières, et pourquoi lorsque nous vous disons, ce qui a été le cas la semaine dernière, 10 fois, 20 fois, 100 fois, que l'espérance de vie des ouvriers est 7 fois inférieure à celle des cadres, vous ne voulez pas nous entendre, et là aussi, vous nous renvoyez dans nos buts en ne prenant pas en compte nos amendements qui nous demandent de maintenir l'âge de la retraite à 60 ans et à 65 ans. J'aimerais bien avoir une réponse. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Amendement 793, il est présenté par Monsieur Vera. Merci, Monsieur le Président. L'alinéa 7 de l'article 14 repousse à 64 ans l'âge de départ à la retraite sans minoration pour les agents appartenant aux catégories actives de la fonction publique et nés à compter du 1er janvier 1962. Cet alinéa 7, comme l'ensemble de l'article 14, participe de la remise en cause progressive des droits attachés au service actif. Ces droits sont pourtant reconnus depuis plusieurs décennies au regard précisément
des difficultés inhérentes aux missions concernées. C'est donc une nouvelle régression sociale que vont subir les fonctionnaires comme le reste des salariés. Et à vous entendre, les fonctionnaires seraient responsables de la situation de leur régime de retraite. Ils ne travailleraient pas assez longtemps et ne cotiseraient pas assez. Vous omettez de dire qu'avec la RGPP, la fonction publique perd chaque année de très nombreux cotisants au régime de retraite et vous refusez d'en tenir compte dans vos calculs alors que cela pèse et pèsera à terme encore plus lourdement sur les financements. On en arrive même à ce qu'au Pôle emploi, les effectifs connaissent une décrue face à la croissance du nombre de chômeurs. Permettez-moi d'ailleurs une question, dans la mesure où vous voulez allonger la durée du travail des fonctionnaires de 2 ans. Comptez-vous encore réduire les remplacements des départs en retraite au nom du dogme donc de la réduction des dépenses publiques? Allez-vous augmenter encore le nombre de jeunes susceptibles de travailler dans la fonction publique, mais qui y trouveront porte close? Je vous rappelle que 23% des jeunes actifs sont au chômage. Mais votre obsession, c'est de réduire la réponse publique aux besoins des populations pour y substituer une réponse privée. D'ailleurs, la réforme des collectivités locales, avec laquelle vous êtes d'ailleurs aujourd'hui dans l'impasse, a pour vocation de satisfaire cet objectif. Tout converge donc pour montrer que cette réforme ne réglera les problèmes de financement des retraites ni à l'horizon 2018, ni à un autre. Ce n'est d'ailleurs pas son objet. La population, les salariés l'ont bien compris. Vous avez sur ce point perdu la bataille des idées, vous avez perdu la bataille de l'opinion. L'immense majorité des salariés, la population et la grande majorité des jeunes rejettent votre réforme. Tous refusent de travailler 2 ans de plus. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Encore une nouvelle suppression, cette fois-ci de l'alinéa 7, donc avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. L'avis du gouvernement? Même avis, monsieur le président. Même avis défavorable. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Nous votons sur l'article 14. Explication de vote. Madame Campion. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'article 14 entend donc relever de 2 années des limites d'âge des fonctionnaires appartenant aux catégories actives de la fonction publique. Cet article ne comporte que des reculs sur le droit de ces salariés sans la moindre proposition positive qui tient compte de l'évolution de notre société. Nous jugeons ce relèvement d'âge injuste et absolument impropre à constituer une réponse aux défis que présente la pérennisation de nos régimes de retraite. Les limites d'âge fixées ici correspondent à des activités ou des tâches qui ont été jugées comme pénibles. Et alors même que le gouvernement prétend mettre en place un dispositif sur la pénibilité dans le secteur privé, très insuffisant au demeurant à nos yeux, il remet en cause celui existant dans la fonction publique. La vie au travail, nous l'avons dit tous ces jours derniers et ces heures dernières, est difficile, en particulier pour certains métiers. La souffrance au travail se développe et de nouvelles pathologies apparaissent. Aussi, en cohérence avec l'ensemble des propos que nous avons tenus depuis le début de l'examen de ce texte, nous nous opposons à cette disposition. Merci, chers collègues. Explication de vote, Monsieur Fischer. Monsieur le Président, je ne voudrais pas prolonger, mais vous comprendrez que par souci de cohérence et tous les arguments qui ont été développés à travers nos amendements, eh bien, montrent que là, on va à la remise en cause de droits acquis importants. Et on ne tient pas compte des réalités. Donc le gouvernement, eh bien, on avait vu qu'il y avait un certain nombre d'amendements emblématiques. C'était les articles 4, 5 et 6. Eh bien là, bien sûr, le gouvernement est cohérent avec sa position, mais le relèvement de 2 années des limites d'âge des catégories actives de la fonction publique, je rappelle que cela touche 22 groupes d'emploi. Dans le rapport de la Commission, il y a
un tableau très bien fait qui identifie clairement quelles sont les personnes concernées. Et donc, bien entendu, nous maintenons et plus que jamais cette volonté de supprimer cet article 14. C'est pour cela que j'ai demandé un scrutin public. Merci, cher collègue. Monsieur Longuet, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Une courte explication de vote pour soutenir naturellement cet article et répondre à notre excellent collègue Jean-Pierre Sueur, qui tournait en dérision l'effort d'optimisation des moyens des fonctionnaires de police et de gendarmerie. Vous avez, chers collègues, géré une grande ville, je crois. Vous avez géré les collectivités locales dans des responsabilités ministérielles. Comment pouvez-vous imaginer qu'un corps de fonctionnaires de l'État qui, ensemble, représente près de 250 000 agents, ne puisse pas, sur une période de 3 ans, dégager un gain de productivité de 9 000 personnels, ce qui représente un effort de productivité de l'ordre de 1% par an. Si la fonction publique n'est pas en mesure de se remettre en cause pour dégager une productivité de 1% par an, alors que nous savons les uns et les autres, pour gérer nous-mêmes des services importants, qu'au fur et à mesure des années de mauvaises procédures d'une part, l'absence d'utilisation de moyens modernes d'autre part, la duplication d'efforts aboutissent parfois à des sureffectifs. C'est de l'optimisation des moyens qui est parfaitement à la portée d'un gestionnaire normal d'une très grande administration. Je voudrais déguer à notre collègue Fischer qui a évoqué la situation des contrôleurs aériens, qu'il a oublié de traiter une demande qui d'ailleurs a été repoussée, je crois, par l'autorité administrative d'un syndicat de contrôleurs aériens qui souhaitait pouvoir prolonger la profession, l'âge limite d'activité des contrôleurs aériens, considérant que les conditions normales et les techniques d'une part et que les conditions physiques contrôlées d'autre part permettaient aux contrôleurs aériens qui en auraient exprimé la demande de pouvoir prolonger leur activité. J'ajoute, pour évoquer un sujet qui était traité hier soir, d'où viennent, pour l'essentiel, les conducteurs de locomotives des exploitants privés du réseau français. Ils viennent en général des retraités de la SNCF. Voilà, je voulais simplement rappeler quelques évidences. Merci, cher collègue. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRC-SPG sur l'article 14 du projet de loi. Il va être procédé, je rappelle donc que l'avis de la Commission est favorable, l'avis du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour l'article remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre l'article remettront un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Résultat du scrutin numéro 37 sur l'article 14 du projet de loi portant réforme des retraites. Nombre de votants 338, nombre de suffrages exprimés 336, majorité absolue des suffrages exprimés 169. Pour l'adoption 183, contre 153. Le Sénat a adopté. Nous en arrivons à l'article 15. J'ai une demande de parole de Madame Le Texier. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, transférer des charges pour faire croire que l'on maîtrise ses coûts est une technique de gestion inefficace et dangereuse. Et vous en avez fait une méthode de gouvernement inopérante et destructrice. Cet article 15 illustre votre démarche en la matière en relevant les âges limites de versement des indemnités aux travailleurs privés d'emploi dans les mêmes conditions que les bornes d'âge en matière de retraite. Le gouvernement organise concrètement la transformation de jeunes retraités en vieux chômeurs. À l'assurance chômage de prendre le relais de ce qui relevait de la retraite. Les nouveaux chômeurs y perdront ce que les employeurs y gagneront. Chacun sait en effet que les indemnités liées au chômage sont plus réduites, moins pérennes et surtout moins coûteuses pour les entreprises. Avec seulement 17% des 60-64 ans dans l'emploi, on mesure à quel point le relèvement des bornes d'âge va peser sur les comptes de l'UNEDIC. Plus d'1 milliard d'euros sur la période 2015-2017, cela a déjà été dit. Voilà le résultat de l'impact de votre réforme sur les comptes de l'UNEDIC. L'impact sur les hommes et les femmes qui seront concernés n'est pas seulement quantitatif. Bien sûr, les conséquences de cet article seront mauvaises pour leurs finances et elles seront encore pires pour leur morale. Alors que rien n'est fait pour favoriser le maintien dans l'emploi des seniors, alors qu'aucune réflexion n'a été amorcée pour mettre en place une autre politique des âges au sein de l'entreprise comme dans notre société, vous choisissez de livrer aux affres de la fin de droit ceux qui n'aspiraient qu'à vivre enfin de leur retraite. Loin de mobiliser tous les outils pour remettre la question de l'emploi au cœur de la problématique de la gestion du vieillissement, vous faites l'aumône d'une aide à l'embauche des plus de 55 ans et d'un discours sur le tutorat dépourvu de toute mesure concrète. J'en veux pour preuve cette palinodie que constitue l'obligation affichée pour les entreprises de plus de 50 salariés d'avoir conclu un accord ou mis en place un plan d'action pour leurs salariés seniors, soumis à aucune sanction, n'ayant fait l'objet d'aucun débat, ne donnant lieu à aucune mesure concrète. Il est le cache-misère de la désertion de ce gouvernement sur le front de l'emploi des seniors. Dommage, car d'autres ont su se battre sur ce front-là et ont obtenu des résultats. Dans les pays nordiques, l'effort a notamment porté sur le relèvement du taux d'emploi des quinquagénaires. La question de la valorisation de ce patrimoine humain les a amenés à mettre en place une politique globale axée sur le maintien de l'employabilité de leurs salariés. Ils ont pu ainsi faire changer le regard que les entrepreneurs portaient sur les seniors. Anticipant la pénurie de main-d'œuvre que le départ des baby-boomers du marché de l'emploi devrait susciter, ils ont su, d'un côté, attirer et fidéliser les jeunes générations et de l'autre, retenir les seniors. C'est ainsi que la Suède et la Finlande ont réussi à créer un consensus autour de l'importance d'améliorer le bien-être au travail et de proposer des perspectives de développement professionnel pour les différents âges de la vie. Ce gouvernement, lui, le nôtre, a été incapable de s'emparer de cette question. Cet article parachève donc le véritable objectif du gouvernement, afficher une réduction des déficits de la branche vieillesse en maintenant les plus faibles dans la précarité et en transférant à l'assurance chômage ce qui relève du droit à la retraite. Une gestion aussi calamiteuse ne saurait avoir le soutien du groupe socialiste. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Matampoina. Merci. Merci, Monsieur le Président.
Comme vous le savez, cet article prévoit le relèvement progressif des âges limites de versement des indemnités destinées aux travailleurs privés d'emploi. En d'autres termes, il se contente de créer des chômeurs plus âgés que ceux que nous connaissions jusqu'à présent. En effet, comme l'énonce le rapport, cet article vise uniquement, je cite, à mettre en cohérence les dispositifs relatifs à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi avec les mesures de relèvement des âges de retraite. L'adverbe là est quand même assez savoureux. Et c'est bien là où se situe le problème d'ailleurs. Cet article n'a pour objectif que d'être une simple mesure de coordination pour donner une certaine cohérence à des mesures qui, prises tout ensemble, constituent votre texte particulièrement injuste et particulièrement idéologique. Cet article et plus généralement ce texte donc n'apporte aucune solution pour réduire le chômage et notamment celui des seniors, rien ou presque. La seule mesure que vous avancez n'aura malheureusement aucun effet durable sur le taux d'emploi des seniors. En effet, cette mesure, qui est d'ailleurs contenue à l'article 32 et constitue qu'une énième exonération des charges patronales pour l'embauche de seniors, a déjà démontré son inefficacité. Elle n'aura qu'un effet d'aubaine pour les entreprises et creusera un peu plus les déficits des comptes sociaux. Vous n'explorez aucune piste nouvelle pour tenter de résoudre le chômage qui ne cesse de progresser. Au final, avec votre texte, vous faites une double erreur, puisqu'aucune action concrète n'est faite pour l'emploi, aucune action concrète et équitable pour un vrai droit à la retraite. Donc cette situation paradoxale, nous la dénonçons. Et vous voulez maintenant des gens dans un emploi qu'ils n'ont déjà pas. Donc prévoir que les chômeurs pourront maintenant percevoir des indemnités de chômage jusqu'à 67 ans ne résout rien. Vous créez simplement une nouvelle catégorie de chômeurs plus âgés. C'est aussi un transfert de charges, et ce transfert de charges pose d'ailleurs de gros problèmes aux partenaires sociaux qui ne savent pas encore comment cette mesure va être financée. Et cette question, toutefois, vous la renvoyez à plus tard. Parce qu'aujourd'hui, pour vous, Monsieur le Ministre, l'important, c'est avant tout de faire adopter ce texte, peu importe les problèmes. Pourtant, le problème est posé. Comment financer l'indemnisation des chômeurs âgés? Alors, le troisième âge va quand même entrer en force dans les agences de Pôle emploi. Et ce troisième âge va pouvoir ainsi faire connaissance avec les moins de 28 ans. Aux chômeurs, eux aussi. Quelle belle rencontre! Le rapprochement entre générations pour qu'ensemble, n'est-ce pas, ils cherchent un emploi. Nous sommes donc ici dans une situation quelque peu étrange. De 16 à 67 ans, tous au chômage, tous précaires et tous à Pôle emploi. Et comment d'ailleurs ne pas évoquer cependant le marasme créé par votre fusion avec l'ANPE et la CEDIC et les appels tout de même répétés et qui commencent aujourd'hui à devenir très sonores du personnel de Pôle emploi. Mais avec M. Sarkozy, puisque tout est possible, il semble que pour ça, la promesse ici sera tenue. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Labarre. Oui, Monsieur le Président. Cet article prévoit donc le relèvement progressif des âges limites de versement des indemnités destinées aux travailleurs privés d'emploi. En d'autres termes, il se contente de créer des chômeurs plus âgés que ceux que nous connaissons jusqu'à présent. En effet, l'énonce le rapport, cet article vise uniquement à mettre en cohérence les dispositifs relatifs à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi avec les mesures de relèvement des âges de retraite. Et là, c'est bien là où se situe le problème. Cet article n'a pour objectif que d'être une simple mesure de coordination pour donner de la cohérence à des mesures qui, prises tout ensemble, constituent notre texte injuste et idéologique. Cet article, et plus généralement votre texte, n'apporte aucune solution pour réduire le chômage, et notamment celui des seniors. Donc, au final, vous faites une double erreur. Au lieu de tout faire pour que nos concitoyens puissent, d'une part, occuper un emploi au cours de leur vie active,
et puissent d'autre part avoir à l'issue de cette période un vrai droit à la retraite, vous mélangez tout. Vous devriez agir pour que du sortir de l'école au moment de la retraite, les Français trouvent et conservent un emploi et qu'il soit bien payé et de qualité, et agir pour qu'ensuite, à 60 ans, ils jouissent d'un droit à la retraite bien mérité. Mais plutôt que cela, vous n'agissez que pour réduire le chômage, tout en décidant de prolonger la durée de cette vie active en reculant l'âge de la retraite. Donc, prévoir que les chômeurs pourront maintenant percevoir des indemnités de chômage jusqu'à 67 ans ne résout rien. Vous créez simplement une nouvelle catégorie de chômeurs plus âgés. C'est simplement un transfert de charges, et ce transfert de charges pose d'ailleurs de gros problèmes aux partenaires sociaux qui ne savent pas encore comment cette mesure est financée. Mais il est vrai que votre souci, puisque vous avez renvoyé, cela n'est pas votre souci, puisque vous avez renvoyé toutes ces questions à plus tard. Maintenant, si nous voulions être un peu ironiques, Monsieur le ministre, nous pourrions vous conseiller d'accompagner cette mesure d'autres beaucoup plus prosaïques concernant l'aménagement des agences de Pôle emploi. Il faudra maintenant prévoir que les agences de Pôle emploi soient équipées et adaptées en conséquence, plus de sièges, car passer un certain âge, faire la queue debout pendant des heures est fatigant, des bâtiments adaptés pour recevoir des personnes âgées avec des rampes inclinées pour recevoir les chômeurs se déplaçant avec des ambulateurs. Ainsi, alors que le chômage est si grave dans notre pays, vous demandez à des personnes déjà âgées de se maintenir dans l'emploi et de se remettre, s'il le faut, à en chercher. Mais finalement, voilà le premier objectif de votre texte. Vous cherchez à encourager le rapprochement des générations, comme ma collègue vous l'a dit tout à l'heure. Eh bien, à Pôle emploi aussi, les générations se donnent la main et cherchent ensemble du travail, qui n'existe pas. Les agents de Pôle emploi, dont nous saluons d'ailleurs le travail, vont devoir s'habituer à s'adresser à un public encore plus vaste, de 16 à 67 ans, tous au chômage et tous précaires. Car à Pôle emploi se retrouvent tous les exclus du travail, tous les exclus de votre système, construit que pour quelques-uns. Et puis, quand ces mêmes personnes ont épuisé leurs droits chez Pôle emploi, savez-vous, on les retrouve à la soupe populaire et même dans la rue, même à 67 ans. Nous sommes donc contre cet article et l'ensemble de votre texte reste dans le déni. Il augmente les bornes d'âge, il augmente le nombre de trimestres nécessaires pour partir à la retraite, et il fait tout cela sans se soucier si nos concitoyens ont du travail. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Catherine Tasca. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, avec cet article 15, le gouvernement entend procéder progressivement au relèvement des âges limites de versement des indemnités destinées aux travailleurs privés d'emploi. C'est une conséquence directe du recul des bornes d'âge de la retraite. Cette disposition n'est pas que technique. Elle va entraîner un transfert de charges de la branche retraite sur les allocations chômage notamment. Comme nous le savons, la croissance reste faible. Si le gouvernement table sur une hausse de 2% l'année prochaine, nombre d'experts estiment que la croissance ne sera pas supérieure à 1,3%. Or, nous savons qu'en dessous de 2%, le potentiel de création d'emplois est faible, voire nul, selon certains commentateurs qui estiment que la reprise pourrait se faire sans que le nombre de demandeurs d'emploi baisse dans des proportions notables. S'ajoute à cela le fait que le gouvernement a engagé une politique d'austérité qui, elle aussi, impactera le volume des demandeurs d'emploi. La croissance n'est pas tout, il est indispensable de soutenir l'activité économique. Or, le gouvernement a fait un choix contraire en adoptant une politique d'austérité. Les dépenses de l'État vont être gelées en valeur pendant 3 ans, c'est-à-dire qu'elles ne suivront même pas l'inflation, prévue à 1,5% en 2011 et 1,75% en 2012 et 2013. Votre logique est donc contre-productive. Votre politique de rigueur va fragiliser le nécessaire soutien dont nos concitoyens et notre économie ont besoin. De ce fait, nos chances de renouer avec la reprise sont amoindries et la baisse du nombre de demandeurs d'emploi est compromise. Or, c'est bien l'emploi et son développement qui sont au cœur de la problématique. Le gouvernement ne semble pas avoir pris conscience de cet enjeu majeur et cette disposition en est une nouvelle illustration. Comme nous l'avons vu durant la discussion générale, mais également au cours de l'examen des articles,
Les personnes de plus de 55-64 ans ne sont que 39% à être encore en situation d'emploi. Dans la tranche 60-64 ans, seuls 17,1% des personnes ont un emploi, soit 15 points de moins que la moyenne européenne. À ce titre, une récente parution du Pôle emploi consacrée aux perspectives économiques observait que pour la hausse du chômage, c'est pour les demandeurs d'emploi de 50 ans ou plus que cette progression a été la plus marquée, plus 7,5%. Dans ce contexte, le déplacement des bornes d'âge va donc peser sur le nombre des seniors demandeurs d'emploi. Certes, vous mettez en place un certain nombre de mesures, telles que le tutorat, mais c'est bel et bien d'une mobilisation générale pour l'emploi des seniors dont nous avons besoin. À défaut, ces mesures risquent fort de se solder par de nouveaux échecs, comme ce fut le cas avec votre tentative d'inciter les entreprises de plus de 50 salariés à se doter d'accords sur l'emploi des seniors ou à définir un plan d'action sur le sujet. Nous savons tous que les effets ont été on ne peut plus minces. L'autre dimension concerne les impacts financiers, car qu'en sera-t-il des conséquences sur les allocations chômage? Ne s'agit-il pas d'un transfert de charges d'une branche à l'autre? C'est en tout cas ce que nous pensons. En outre, qu'en sera-t-il aussi du nombre des bénéficiaires du RSA et des minima sociaux? Pour ce qui est du RSA, le 30 septembre dernier, annonce était faite qu'en 2011, le gouvernement avait prévu de passer à 935 000 bénéficiaires, puis 1,13 million en 2012 et enfin 1,2 million en 2013. Est-ce que ces chiffres intègrent les conséquences du recul des bornes d'âge? Nous l'ignorons puisqu'au dire du ministre des Solidarités actives, cette montée en charge n'a été pensée qu'au regard d'une possible reprise économique. Nous aimerions avoir votre propre réponse, Monsieur le ministre, sur ce point. Vous l'aurez compris, en cohérence avec l'ensemble de nos prises de position, mais aussi au regard des impacts importants et négatifs que ce relèvement des âges limites aura sur les allocations chômage, ainsi que sur l'ensemble des minima sociaux, nous nous opposons à l'adoption de cette disposition et nous déposerons un amendement de suppression. Merci, cher collègue. Monsieur Sueur a la parole. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, dans le prolongement de l'intervention de Catherine Tasca, je voulais vous poser une question, Monsieur le ministre. Certains travailleurs salariés sont aujourd'hui couverts par des accords de cessation anticipée d'activité liés à l'âge ou à la pénibilité de leur activité. Ces accords sont en cours d'application. Or, on m'a cité le cas de bénéficiaires de ces accords de préretraite qui risqueraient, avec le recul des conditions d'âge de départ en retraite, de se trouver en fin de convention sans remplir les conditions d'âge pour bénéficier de leur retraite à taux plein. Alors c'est une question très concrète, Monsieur le ministre. De deux choses l'une, ou les informations qui m'ont été données ne sont pas exactes, et il n'y a aucun cas où une personne en préretraite actuellement va se trouver à la fin de sa préretraite, la convention va donc achever son cours, sans se trouver à l'âge nouveau de la retraite prévue par le projet de loi. Dans ce cas-là, je retire ma question, enfin vous m'expliquerez que ça ne se pose pas. Ou alors, ça se pose. Et si ça se pose, comment règle-t-on le problème de ces salariés ou anciens salariés qui sont couverts par ces accords et qui vont se retrouver à la fin de la période couverte par l'accord sans remplir les conditions nouvelles d'âge pour toucher leur retraite à temps plein. C'est une question extrêmement concrète, mais je pense qu'elle concerne un certain nombre de nos concitoyens. Chers collègues, Monsieur le ministre.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'abord sur le... Je vais venir à votre question, Monsieur le Sénateur Sueur. D'abord, il n'y a pas moins idéologique que notre réforme. J'entends plusieurs fois sur les bancs notamment du groupe SRC dire mais c'est une réforme idéologique. Il n'y a pas moins idéologique que notre réforme. Je veux dire, on bouge l'âge parce que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'était quand même le bon sens dans le domaine d'une réforme des retraites. Et puis, il y a d'autres éléments. Et puis, en même temps, on dit, ah oui, mais il y a des gens qui font partie d'une population particulière, qui ne peuvent pas, parce qu'ils ont commencé tôt, etc., ou la pénibilité. Et donc, à ce moment-là, il y a des cas particuliers, évidemment, qui sont traités. Il n'y a pas moins idéologique. Il y a un message, si vous voulez, dans ce domaine qui est, moi, très éloigné de ce que pense le gouvernement. Et quand vous dites c'est contre l'emploi des jeunes, au fond, vous prolongez l'âge de la retraite, il y a des gens qui vont rester au travail, donc c'est contre l'emploi des jeunes. Enfin, ça voudrait dire tout simplement que, entre guillemets, les vieux prennent l'emploi des jeunes. C'est pas comme ça que fonctionne la société française. C'est vraiment épouvantable, d'ailleurs, comme manière de voir ou de dire. Mais alors, de demander aux gens de partir à 40 ans, tout ça est épouvantable. Les vieux, entre guillemets, ils ont aussi leur place dans l'entreprise. Ils ont aussi leur place, heureusement, ils ont aussi leur place dans la vie professionnelle. Et d'ailleurs, souvent, et même au Sénat, j'osais pas, hein, mais j'osais pas. Non, j'osais pas. Mais là, maintenant, si vous le dites. Donc, heureusement qu'ils ont leur place. Et j'imagine que d'ailleurs, vous le pensez aussi. Enfin, évidemment qu'ils ont leur place. On jette pas comme ça des gens à 55 ans en disant ça y est, c'est fini ta vie professionnelle et tu rentres dans des dispositifs sociaux compliqués avant de ponter avec la retraite. Enfin, écoutez, le mieux, c'est quand même une société qui fasse travailler tout le monde, qui fasse travailler les personnes plus expérimentées, qui transfèrent et transmettent leur expérience selon des conditions particulières, dont on aménage les fins de carrière. Je suis d'accord, évidemment, il faut aménager les fins de carrière. On ne travaille pas de la même manière à 60 ans, a fortiori à 62 ans, qu'à 40 ans. Évidemment, il faut aménager les fins de carrière. Mais les jeunes ont évidemment aussi leur place totale dans le monde du travail et le plus vite possible. Mais c'est pas parce qu'il y a une personne senior qui reste dans un emploi que tout d'un coup ça va automatiquement créer un emploi pour les jeunes. D'ailleurs, sinon on aurait le taux d'emploi des jeunes probablement le plus élevé d'Europe, puisqu'on a un faible taux d'emploi des seniors. C'est pas le cas. Donc le marché du travail, il ne se construit pas comme ça. Donc les vieux, entre guillemets, les vieux salariés, les salariés seniors ne sont pas l'ennemi du travail des jeunes. Certainement pas. Et vous ne pouvez pas, comme ça, opposer les catégories d'âge. Si vous opposez les générations en disant c'est parce qu'ils ne partent pas à la retraite que nos jeunes ne trouveront pas un emploi, c'est là que vous commencez à faire de la stigmatisation d'une catégorie d'âge, d'une opposition entre les générations, et je crois que c'est pas bon. La seule façon de développer le marché du travail, c'est la croissance. La seule façon, c'est la création de richesses qui amène nos salariés à travailler plus longtemps, tout simplement parce que la création de richesses, la croissance, fait que le marché du travail se développe. Et puis c'est aussi la fluidité de ce marché du travail, la capacité à s'adapter. C'est la formation, c'est tout cela, c'est tout cet environnement du marché du travail. C'est pas uniquement la retraite, évidemment, qui peut répondre au marché du travail. C'est pas la retraite n'est pas la réponse au marché du travail. Je voulais quand même redire aussi que c'est vrai que l'UNEDIC va probablement avoir des charges supplémentaires. Vous l'avez dit, oui, l'UNEDIC va sûrement avoir des charges supplémentaires. Elle va aussi avoir des recettes supplémentaires. Elle va avoir des charges parce qu'il y a des personnes qui vont rester dans les dispositifs de chômage parce qu'ils n'auront pas d'emploi. C'est la réalité, vous avez raison. Et en même temps, il y a des personnes qui vont rester dans l'emploi et donc qui vont continuer à cotiser. Donc on aura les deux. L'UNEDIC estime que le coût net est de 400 millions d'euros à peu près pour eux. Nous, on considère quand même que cette évaluation est une évaluation extrêmement pessimiste parce qu'elle est fondée sur des taux d'emploi des seniors extrêmement faibles. Ils disent l'impact, en fait, des retraites, c'est très faible sur l'emploi des seniors, la croissance sera très faible, enfin tout est très faible, et donc tout ça est très prudent. Bon, une vision prudente, tant mieux, on prend une vision prudente, il vaut mieux être prudent et avoir de bonnes surprises. Enfin, on met d'un côté 400 millions éventuellement de dépenses supplémentaires dans l'UNEDIC pour à peu près 20 milliards de recettes supplémentaires dans les comptes de l'assurance vieillesse. Donc 400 millions contre 20 milliards, ça reste sur le plan de l'argent public quelque chose de, évidemment, très, très positif. Mais en plus, nous on a demandé à l'adresse de faire une étude plus fine de l'impact de la réforme des retraites sur l'emploi des seniors.
Alors je vous en donne le résultat. Entre 55 et 59 ans, c'est plus 9,9 points. C'est grosso modo 10 points. On est aujourd'hui entre 55 et 59 ans à un taux d'emploi de 58,5%. 58% et demi de cette catégorie d'âge est dans l'emploi. On pense que donc ça va augmenter de 10 points et passer à 68,5. Pour les 60 à 64, le taux d'emploi est évidemment par principe beaucoup plus faible. Il est de 17% et on pense qu'il va augmenter de 10,5%. Donc il passerait à 27,5%. En 2018, moi c'est les chiffres de l'adresse, après on peut discuter, mais moi je pense que ça a évidemment un impact très fort sur l'emploi des seniors, comme le relèvement de l'âge de la retraite a eu un impact très fort sur l'emploi des seniors en Allemagne par exemple. Et on n'a aucune raison d'être moins bon que les Allemands dans le domaine de l'emploi des seniors. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Monsieur le sénateur Sueur, la plupart des conventions qui sont signées avec des conventions pré-retraite, au fond, qui sont signées avec les entreprises, visent l'âge légal, ne donnent pas l'âge exact, visent l'âge légal. Donc par principe, l'âge légal se déplaçant, la convention vaut. Et ça, c'est toutes les conventions dont on a connaissance, on n'a pas connaissance de toutes les conventions. C'est des conventions de droit privé. Toutes ces conventions sont en général fixées sur l'âge légal, sans préciser le 60, précise l'âge légal. Et donc cet âge légal, par principe, il bouge. Donc ça s'adapte. En fait, si certaines conventions visaient à ce moment-là uniquement un âge précis, nous, on va demander, on est en train de faire une enquête en fait dans les différentes régions pour bien essayer de recenser cela. Et évidemment, on y apportera une réponse. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, nous avons 3 amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 149, il est présenté par Madame Chiari. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article qui prévoit le relèvement progressif des âges limites de versement des indemnités destinées aux travailleurs privés d'emploi est une aberration supplémentaire. Il est la conséquence directe de l'article 6. Vous allez prolonger un peu plus le désarroi et l'humiliation d'un grand nombre de nos concitoyens. Seulement 38% des 55-64 ans sont actifs. Être au chômage, ce n'est pas un choix. Être au chômage, c'est déstabilisant. Lorsque l'on a travaillé toute une vie et qu'on se retrouve à 55 ans, 56 ans sans emploi, on développe un sentiment d'inutilité et de rejet que vous allez amplifier. La précarité économique entraîne l'essor de la vulnérabilité sociale. Votre projet est, et je regrette de vous le dire, vraiment un projet de classe. Les plus démunis, les plus vulnérables sont les premiers touchés. Votre projet est un amplificateur de la précarité. Il ajoute de l'injustice à l'injustice. Vous nous parlez d'avenir, messieurs les ministres, mais que proposez-vous aux 62% des plus de 55 ans qui se retrouvent au chômage parce que les employeurs considèrent qu'ils sont trop vieux? Ils ne travailleront pas plus longtemps, mais ils vont galérer 2 années de plus. La majorité des entreprises n'est pas prête à embaucher des employés de plus de 50 ans, et vous le savez. Elle les voit comme un frein à la croissance, et le fait qu'on repousse l'âge de la retraite ne les fera pas changer d'avis. Alors vous les sacrifiez une fois de plus. Ils sont 3 fois victimes de la crise, de votre politique économique et de votre politique sociale. De plus, les coûts économisés sur les pensions de retraite vont automatiquement être transférés vers l'assurance chômage et le RSA. 440 à 530 millions d'euros par an, c'est le coût qu'aura la réforme des retraites pour l'assurance chômage. Mécaniquement, la durée de prise en charge par l'assurance chômage des demandeurs d'emploi de plus de 60 ans va s'allonger. Ce qui ne sera pas versé par les régimes de retraite le sera par l'assurance chômage ou les départements. Tout cela va peser encore sur les finances de nos collectivités locales, déjà mises à mal. Il est vrai que vous êtes coutumier des transferts de charges sans transfert des moyens adéquats. C'est une habitude, faire payer par les autres ce que vous ne pouvez plus assumer. Mes collègues, conseillers généraux et présidents de conseils généraux savent de quoi ils parlent. savent de quoi je parle. À travers la suppression de cet amendement,
Nous ne voulons pas interrompre le versement des indemnités chômage à 65 ans. Nous voulons nous opposer une fois de plus au recul du taux plein à 67 ans et à ses conséquences qui, je le redis une fois de plus, sont inacceptables et qui touchent en premier les plus précaires d'entre nous. C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement de suppression de l'article 15. Merci, cher collègue. L'amendement 256, il est présenté par Madame Blondin. Bien, voilà comment est abordée la question du chômage au travers de ce projet de loi. Les chômeurs resteront au chômage 2 ans de plus. Notre société issue des 30 Glorieuses a tant sacralisé la valeur emploi que ceux qui en sont exclus sont non seulement en difficulté financière, mais aussi en souffrance par le regard que l'on porte sur eux à l'âge qu'ils ont, ou même qu'ils portent sur eux-mêmes. Au moment où le demandeur d'emploi âgé allait entrer dans une période de retraite, de reconnaissance des efforts passés, eh bien vous le condamnez à 2 ans de plus de mal-vivre. La France compte plus de 5 millions d'hommes et de femmes touchés par le chômage. Franchement, c'est votre mission. On aurait pu espérer une politique de l'emploi plus ambitieuse. Le total des 5 catégories de Pôle emploi a atteint en 2010 les 4,4 millions de personnes en métropole, 270 000 chômeurs outre-mer, 324 000 dispensés de recherche d'emploi et bien sûr des milliers de jeunes en situation de galère qui ne sont pas dans les statistiques. Votre devoir, c'est de stopper l'hémorragie, c'est aussi de protéger les chômeurs et précaires. Et cet article ne fait qu'aggraver la situation de tous. Compte tenu du faible taux d'emploi, le recul de l'âge de départ rendra encore plus difficile une carrière complète. De moins en moins de nos concitoyens pourront prétendre donc au taux plein. Sans compter que ces mesures sont financièrement inefficaces. Vous ne faites que transférer les coûts de l'assurance vieillesse sur l'assurance chômage. Raymond Le Texier disait « Vous remplacez les jeunes retraités par de vieux chômeurs. Vous remplacez des gens soulagés par des gens en galère. » Et pour les chômeurs en fin de droit, eh ben, ce sera éventuellement aux associations ou aux conseils généraux de verser davantage de revenus de solidarité active. Les transferts de charges, quelle belle mesure d'économie. Surtout quand la suppression de la taxe professionnelle met en péril la majorité des collectivités. Comme vos amis du MEDEF qui privatisent les bénéfices et externalisent les coûts de requalification de leur site, vous construisez un système de retraite qui transfère les déséquilibres aux autres. L'UNEDIC a du souci à se faire. Vous avez cité les chiffres. On peut les étaler dans le temps. Le surcoût pourra atteindre 230 millions d'euros en 2015, 480 en 2016, 530 en 2018. À moins, bien sûr, d'une amélioration de l'emploi des seniors qui limiterait la casse, mais nous arriverions quand même à 440 millions. Nous sommes très loin d'une politique responsable et ambitieuse. Une politique active de l'emploi reposerait sur la conversion de l'économie, conversion écologique, relocalisation, partage du temps de travail dans un contexte réel de décroissance sélective, solidaire et équitable. Mais alors cela, ça vous est tellement idéologiquement insupportable que vous continuez à pédaler sur le vélo de la croissance sans vous rendre compte que votre chaîne a déraillé. C'est pourquoi, chers collègues, je vous invite à supprimer cet article qui ne fait qu'aggraver la précarité des seniors. Merci, chers collègues. Le 346 rectifié tombe. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, ces 2 amendements donc veulent supprimer l'article 15 qui permet de relever les âges permettant de conserver un revenu de remplacement au titre du chômage. Si on les adoptait, bien sûr, certains chômeurs perdraient leur revenu de remplacement sans avoir le droit de liquider leur pension de retraite. Donc c'est un article indispensable. Et vous le savez par ailleurs, la Commission des affaires sociales a complété le projet de loi pour permettre aux bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite, l'AER, de la conserver jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge qui permet de liquider leur pension. Donc avis défavorable.
Merci, Monsieur le Ministre. Même avis, défavorable. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter le 149 veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Sur le 256, même vote. Nous votons sur l'article 15. Demande d'explication de vote. S'il n'y en a pas, que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il est adopté. Nous arrivons au chapitre 3 sur la limite d'âge et de durée de service des militaires. Sur cet article, nous avons une demande de parole de Madame Gontier-Morin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet article 16 porte sur le relèvement de 2 années des limites d'âge des militaires et des durées de service des militaires sous contrat. En apparence, cette disposition pourrait sembler équitable et de bon sens. En effet, comme tous les Français, comme tous les salariés, comme tous les fonctionnaires, bien que ce qualificatif convienne mal à ces hommes et ces femmes, il pourrait paraître normal qu'ils soient eux aussi appelés à fournir un effort pour assurer la pérennité de notre système de retraite. Pourtant, cette argumentation ne tient compte ni de la réalité, ni de la spécificité de l'État militaire. Il faut tout d'abord rappeler que les militaires ont déjà fourni cet effort avec la modification de leur dispositif statutaire en 2005. La loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires avait ainsi déjà reculé les limites d'âge d'1 à 5 ans pour les officiers et d'1 à 3 ans pour les sous-officiers. Ceci a d'ailleurs été critiqué par le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire dans l'avis qu'il a rendu sur le projet de loi qui nous occupe aujourd'hui. Il estimait en effet, et je cite, « Cette mesure serait à tout le moins prématurée. Les effets combinés de la loi sur les retraites de 2003 et du relèvement des limites d'âge opéré par le statut général des militaires de 2005 n'étant pas encore définitifs. » Fin de citation. Remettre aujourd'hui en cause ce dispositif statutaire, sans concertation, au travers d'un autre projet de loi, me paraît peu convenable et surtout désinvolte à l'égard de nos armées. Un projet de loi qui considère après tout, comme vous le faites, que les militaires sont des fonctionnaires comme les autres, qui ne reconnaît ni la spécificité de leurs conditions, ni leurs mérites, risque d'être très mal ressenti dans l'institution. En second lieu, ce relèvement de 2 ans entre en totale contradiction avec la nécessité d'avoir des armées jeunes, principale garantie de leur qualité opérationnelle. Le HCECM avait également relevé que cette mesure, je recite, était de nature à conduire à un vieillissement trop important de l'ensemble des effectifs, surtout si elle était accompagnée d'un allongement de la durée des services, ouvrant droit à la liquidation immédiate de la pension de retraite. Fin de citation. En troisième lieu, cette mesure est aussi contradictoire avec le type de déroulement de carrière qu'a toujours essayé d'appliquer le ministère de la Défense. Il consiste à ce que les limites d'âge restent suffisamment basses, notamment dans les unités opérationnelles, afin de stimuler les gradés d'un niveau subalterne et d'éviter un vieillissement trop important dans les grades les plus élevés. Enfin, cette mesure posera inévitablement des problèmes de qualité de recrutement. Celle-ci a déjà été largement éprouvée avec la suspension de la conscription, qui représentait un vivier très important de talents divers. Quel attrait peuvent encore aujourd'hui représenter nos armées auprès de jeunes s'ils n'ont plus, par exemple, la possibilité d'une bonne reconversion professionnelle au bout de 15 ans d'années de service? Non, décidément, ces mesures de relèvement des limites d'âge et de durée de service qui pourraient sembler banales et logiques auront de graves conséquences sur le moral et sur l'organisation même de nos armées. Les militaires font en effet un métier exigeant qui peut aller parfois, je vous le rappelle, jusqu'au sacrifice de leur vie, un métier qui demande un engagement de tous les instants. Ils ont largement contribué à l'effort imposé par la RGPP, notamment en matière de réduction budgétaire et de diminution des effectifs. Monsieur le ministre, ne leur imposez pas ces mesures qui, comme pour le reste de nos concitoyens, sont injustes et inefficaces. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Queffé. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues.
Il nous semble que le sujet de cet article 16, à savoir la limite d'âge et de durée de service des militaires, aurait dû faire l'objet d'un examen approfondi en commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Nous aurions pu alors apporter quelques lumières au texte du gouvernement et ainsi lui permettre de l'améliorer, ou en tout cas de ne pas commettre des erreurs. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit positif que nous avons déposé nos amendements sur cet article 16. Et c'est aussi, sans doute, cet état d'esprit qui animait Monsieur le Président de Rouen quand il a déposé un amendement à l'article 20 destiné à maintenir le bénéfice de la bonification du 5e à 15 ans de service. J'espère d'ailleurs que le gouvernement réservera à l'amendement du Président de Rouen un autre sort que celui qu'il réserve au nôtre, c'est-à-dire, en règle générale, le rejet pur et simple. Avec la professionnalisation des armées, le recrutement du personnel militaire est confronté à une concurrence permanente sur le marché de l'emploi. Les armées doivent attirer désormais une ressource jeune vers un métier caractérisé, notamment par des suggestions que ne connaît pas le secteur civil, comme la disponibilité, les opérations extérieures, les risques particuliers à la fonction militaire. Et les mesures proposées par votre projet viennent compliquer encore cette situation. Les pensions des militaires sont en effet régies au même titre que celles attribuées aux fonctionnaires civils par le Code des pensions civiles et militaires. Toutefois, les pensions militaires présentent plusieurs particularités du fait de la spécificité du métier et des carrières militaires. D'une part, elles prennent en compte, à travers les modalités du calcul des annuités, les conditions particulières d'exercice du métier militaire, et d'autre part, elles permettent d'assurer la maîtrise des flux qui caractérisent la gestion du personnel militaire. À ce titre, elles remplissent donc une double fonction. Elles constituent un instrument de gestion concourant avec d'autres à la jeunesse et au pyramidage des effectifs militaires. Elles revêtent alors le caractère d'une pension de reconversion. Nous soutenons, et vous aurez du mal à nous démontrer le contraire, que votre réforme met à mal cette double fonction. D'une part, parce qu'elle vient percuter de plein fouet la difficile et complexe et périlleuse manœuvre des ressources humaines engagées par les armées par la RGPP, et d'autre part, parce que vous allez troubler profondément le fonctionnement interne des armées en asséchant l'attractivité de la fonction militaire. Pourtant, Monsieur le Ministre, nous sommes convaincus que la question d'une évolution de la durée des services, ouvrant droit à liquidation de la pension des militaires, mérite d'être étudiée selon deux points de vue. Ses conséquences sur la carrière et la condition des intéressés d'une part, son impact sur les capacités et les besoins opérationnels des armées d'autre part. Est-ce que vous pourriez nous communiquer, Monsieur le Ministre, une étude d'impact analysant les conséquences de votre projet de loi sur les carrières militaires, sur les effectifs des forces et, in fine, sur la tenue du contrat opérationnel? Pourriez-vous nous dire aussi, Monsieur le Ministre, comment préserver la cohésion du système d'hommes des armées pris en tenaille entre la déflation due à la RGPP et l'évolution des retraites militaires induite par votre projet de loi? Il est évident que la communauté militaire doit contribuer, comme tout le monde pourrait-on dire, à l'effort collectif national de financement des régimes de retraite, ni plus ni moins. Sauf que le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire avait rédigé son 4e rapport en janvier 2010, qu'il avait alors remis au gouvernement et au chef de l'État. Nous regrettons profondément que toutes les recommandations avancées par ce Haut Comité aient été ignorées par votre gouvernement. Et c'est pourquoi, Monsieur le Ministre, les mesures que vous proposez auront des conséquences sur le périmètre et le profil des armées que nous pensons être mal mesurées dans ce projet de loi. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Dassault. Non. Monsieur... Non. Ah bon. Très bien. Alors nous passons, il n'y a pas d'autres demandes de parole. J'ai 3 amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune.
Le premier, l'amendement 21, il est présenté par Monsieur Autain. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à l'occasion de notre intervention sur l'article 9 et des amendements que nous avons défendus à cette occasion, nous sommes longuement revenus sur le cas particulier de la retraite des militaires, regrettant au passage que le ministre de la Défense nationale se soit montré incapable de tenir les engagements qu'il avait pris devant les militaires. Étant fermement opposé à toute augmentation des bornes d'âge pour financer votre contre-réforme des retraites, nous sommes opposés à cet article 16 qui vise à relever de 2 années l'ensemble des limites d'âge des militaires actuellement fixées entre 45 et 64 ans. Toutefois, je voudrais souligner le fait que pour ne pas gêner le déroulement des carrières des officiers appelés à devenir prochainement officiers généraux, le gouvernement a opté pour un autre mode de relèvement, car comme le souligne notre rapporteur, je cite, « Le relèvement ne s'effectuera pas nécessairement à raison de 4 points par génération pour tous les militaires, même si tous atteindront les nouvelles limites d'âge à la date prévue. » Fin de citation. Démonstration est ainsi faite que, contrairement aux discours tenus depuis le début de nos travaux dans cet hémicycle, d'autres pistes pouvaient être envisagées, notamment afin de rendre cette réforme moins insupportable pour nos concitoyens, mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite des débats. Aussi, par cohérence avec l'ensemble des amendements que nous défendons sur ce projet de loi et parce que nous sommes convaincus qu'il demeure injuste et insuffisant, comme nous l'avons dit à maintes reprises, pour financer l'avenir des régimes de retraite, nous proposons par cet amendement la suppression de cet article. Merci. Chers collègues, l'amendement 151, il est présenté par Monsieur Godefroy. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, l'article 16 prévoit le relèvement de 2 années des limites d'âge des militaires ainsi que le relèvement des durées de service des militaires sous contrat. Je me suis procuré le rapport 2010 du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. D'après ce rapport, les militaires prennent en moyenne leur retraite à 43 ans 8 mois. Cet âge varie selon le grade. 51 ans et 3 mois pour les officiers, 45 ans et 8 mois pour les sous-officiers, 32 ans et 2 mois pour les militaires du rang. En moyenne, les personnels militaires partent après une durée de service de 23 ans et 8 mois et bénéficient toujours en moyenne d'une bonification de 8 ans et 4 mois, opérations extérieures, services aériens, un domaine que je connais particulièrement bien, les sous-marins, soit un total durée moyenne d'assurance de 32 ans et 2 mois. À titre de comparaison, les fonctionnaires civils de l'État prennent leur retraite à 58 ans et 8 mois, après 33 années et 6 mois de service. Les pensions des militaires sont relativement faibles, 1 484 € fin 2008 contre 1 957 € pour les fonctionnaires civils. Il faut également rappeler que les 2 tiers, 63% des militaires, quittent le service sans droit à pension militaire de retraite. C'est le cas de la quasi-totalité des militaires du rang, 92%, et du quart des sous-officiers, puisqu'ils sont rayés des cadres avant d'avoir accompli 15 années de service. Les militaires français partent à la retraite plus jeunes que les autres actifs, mais un peu plus âgés, Monsieur le Ministre, que les militaires américains, britanniques ou allemands. C'est le rapport qui le constate. Il ne s'agit donc pas d'un avantage national, mais bien d'une spécificité de l'État militaire que l'on retrouve dans les autres pays. Quant à la proposition de l'article 16, le rapport énonce noir sur blanc qu'il n'est pas souhaitable de relever la limite d'âge des militaires. En effet, il énonce qu'une telle réforme serait de nature à conduire à un vieillissement trop important de l'ensemble des effectifs. Un relèvement des limites d'âge portant sur les grades terminaux de l'ensemble des corps risquerait de déséquilibrer la gestion et de ralentir les carrières, ce qui serait contraire à l'évolution induite par les nouveaux statuts particuliers. Par ailleurs, elle nécessiterait de mettre en place un management particulier des fins de carrière. La problématique de l'allongement de vie active des militaires pose des difficultés. La conjonction des facteurs structurels induits par cette réforme et de facteurs conjoncturels tels que la disparition ou le transfert de régiments va aboutir à une impossibilité totale de reclasser certains personnels. Les collectivités locales sont déjà sollicitées. Une fois de plus,
l'État, qui les pousse à reprendre des personnels dont il ne veut plus, organise un transfert de ces charges à leurs dépens. Je parle des collectivités locales. Aussi, en cohérence avec l'ensemble des propos que nous avons tenus depuis le début de l'examen de ce texte, nous vous proposons cette disposition de suppression de l'article. Merci, cher collègue. Le 347 rectifié tombe. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Oui, donc les amendements 21 et 151 veulent supprimer l'article 16 qui relève les limites d'âge et les durées de service des militaires. Et on ne voit pas de raison objective d'écarter purement et simplement les militaires du projet de réforme. Avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. L'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les deux orateurs qui ont défendu les amendements et qui ont dit des choses qui sont précises, et en particulier issues du dernier rapport. Je voudrais, si vous me voulez bien, Monsieur Godefroy, les relativiser un tout petit peu, en disant d'une part, comme l'a dit très justement le rapporteur, et c'est la raison pour laquelle je le suis, pour dire que c'est défavorable deux fois, mais préciser évidemment qu'il n'y a pas de raison objective, on peut ne pas être d'accord sur le principe, mais de déroger au principe même de la loi. Je voudrais vous dire, cela dit, deux, trois choses. Premièrement, cet impact, si vous voulez, de la mesure de relèvement ne va concerner que 2% des effectifs militaires totaux, dans la mesure où les 2/3 des militaires réalisent une durée de service qui est bien plus faible que 15 ans. Et en moyenne, vous le savez, monsieur le sénateur, le militaire du rang a une durée moyenne de carrière de 4 à 5 ans, et c'était de 9 ans en 2002, donc ça va en diminuant. D'autre part, le tiers restant a une moyenne qui est de 22 ans de carrière. Le relèvement, vous le savez, sera de fait très progressif, puisqu'il va s'opérer en 6 ans à hauteur de 4 mois par an. Donc, compte tenu de ce relèvement très progressif et du faible impact que cela va avoir, puisque ça va toucher que 2 à 3%, grosso modo, des effectifs, on considère que toutes les questions que vous avez soulevées au sujet du format des armées et de leur capacité à pouvoir remplir leur mission, tout cela trouve une réponse qui est une réponse qu'on peut considérer comme très mesurée. Je voudrais en dernier lieu vous dire qu'on maintient par ailleurs tous les avantages du régime des militaires, et j'aurai l'occasion de le rappeler tout à l'heure. C'est vrai pour le droit à pension à jouissance immédiate, c'est vrai et sans condition d'âge, c'est vrai également pour la décote courte qui, comme vous le savez, est de 10 trimestres pour les militaires à la place de 20, et qui aboutissent, comme vous l'avez très justement relevé d'ailleurs, et l'un et l'autre, à ce qu'un militaire puisse disposer d'une pension qui soit dès 33 ans, avec un engagement qui est à 18 ans. Demain, ce sera relevé à l'âge de 35 ans. Vous voyez qu'on est très loin des limites d'âge. Donc, je le redis, les arguments que vous avez évoqués, c'était de vraies questions, mais je pense que je vous apporte également de vraies réponses. Merci, monsieur le ministre. Explication de vote, monsieur Fischer. Oui, je viens d'entendre monsieur le ministre. Alors, bien sûr, dans notre logique, vous comprendrez que nous nous opposons pour les militaires car on n'oublie pas que ce sont des fonctionnaires, comme pour les autres professions, à ce recul d'âge, de l'âge limite d'exercice. Alors, dans les faits cumulés avec l'allongement de la durée de cotisation, ainsi que le recul de l'ouverture de la retraite sans décote, il prend toute sa signification. Ainsi, le recul d'une limite d'âge ne peut être considéré comme un droit nouveau pour des militaires qui souhaiteraient, par passion ou amour du métier, se consacrer quelques années de plus à une profession qui les épanouit. Associé aux autres mesures de cette réforme, le recul de la limite d'âge et surtout un maintien en activité par nécessité financière pour obtenir des pensions au montant le moins symbolique possible. Car contrairement aux idées reçues, si le départ en retraite est accordé plus tôt, le montant des pensions reste quand même très faible. Les militaires connaissent actuellement un âge limite de départ à la retraite entre 47 et 64 ans, en raison bien sûr des nombreuses spécificités et difficultés propres au métier. La pénibilité d'une carrière de militaire professionnel est en effet réelle et actuellement reconnus à juste titre par cette limite d'âge. Et c'est vrai que lorsqu'ils sont engagés sur des fronts, eh bien, cela est inhérent à la profession même de ces militaires de carrière. Donc, envoyés de longs mois en mission, loin de leur famille en caserne et en mission à l'étranger, concentrant de très nombreuses heures de service par jour et par semaine dans des conditions psychologiques et physiques particulièrement éprouvante, donc c'est une réalité. Alors, quand un militaire est envoyé sur un lieu de conflit,
le temps passé en service est de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, c'est évident. Alors, en matière de soi-disant privilèges qui sont avancés pour mieux dégrader le droit à la retraite de tous les fonctionnaires des régimes spéciaux, on fait mieux. Et ce métier à risque exige de toute manière le maintien d'effectifs jeunes. Il est également normal, comme le prévoit la loi actuelle, que ceux-ci puissent bénéficier du minimum contributif après 17 ans de service. Or, la loi, en plus du recul de la limite d'âge, prévoit le report du minimum contributif pour les militaires après 19 années et demie de service. Rappelons à ce titre que le minimum contributif est inférieur au seuil de pauvreté et qu'un départ au bout de 17 ou 19 et demi années ne saurait se justifier autrement que par la difficulté du métier. Alors, de plus, il ne faut pas oublier, comme l'indique le dernier rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, que si les militaires français partent à la retraite plus jeunes que les autres actifs, ils partent cependant plus âgés que les militaires américains, britanniques ou encore allemands. Bon, c'est ce qui nous a permis, après les nombreuses recherches que nous avons pu faire, d'affirmer cette spécificité militaire reconnue internationalement, et c'est pour cela que nous souhaitions déposer cet amendement de suppression. Merci, chers collègues. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement 21 veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Sur le 151, même vote, même vote. Deux amendements font l'objet d'une discussion commune. Le 794, il est présenté par Madame Terrade. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement propose de supprimer le premier alinéa de cet article 16. Chacun l'aura compris, il s'agit pour nous de rappeler notre opposition à cet article et au-delà même à l'ensemble de ce projet de loi. En décidant de bouger les trois curseurs fondamentaux, que ceux de l'âge légal de départ à la retraite, celui permettant de bénéficier d'une retraite sans décote et en augmentant la durée de cotisation, vous imposez à nos concitoyens une réforme qui est la plus lourde d'Europe et qui aura pour conséquence de rendre le régime de retraite française le plus contraignant que partout ailleurs en Europe. En effet, comme le soulignent à raison Thierry Pech et Laurent Jeannot dans le numéro d'Alternative économique de juillet et août 2003, je cite, « La plupart des pays qui ont décidé de relever les seuils d'âge compensent ce durcissement par des durées de cotisation inférieures. » Et de prendre les exemples suivants. Je cite encore, le Royaume-Uni n'exige désormais que 30 ans de cotisation contre 44 précédemment. L'Espagne se contente de 15 ans de cotisation minimum et de 35 ans pour une pension complète. Et les Pays-Bas demandent quant à eux 50 ans de résidence dans le pays. Autrement dit, fin de citation, donc, contrairement à ce que vous ne cessez de répéter, cette réforme tend plus à satisfaire les agences de notation et celles et ceux qui recherchent une harmonisation européenne par le bas, plutôt que de prendre les mesures nécessaires permettant de garantir l'avenir des régimes de retraite et leur niveau. Je voudrais d'ailleurs regretter que la Commission des affaires sociales ait déclaré irrecevable l'amendement que notre groupe avait déposé et qui précisait qu'aucune pension ne devait être inférieure au seuil de pauvreté. En effet, à quoi bon serait utile une réforme si elle n'avait pas pour objectif premier de garantir aux retraités actuels et à ceux qui le deviendront une retraite supérieure au seuil de pauvreté? À quoi bon servirait une réforme des retraites si elle n'avait pas d'abord comme objectif la réduction des inégalités et l'assurance pour les retraités de vivre dignement? Disant cela, je voudrais une nouvelle fois attirer l'attention de notre rapporteur qui a personnellement contribué à la réécriture de l'article 1er A que nous avons déjà examiné. En effet, il prévoit un niveau de retraite satisfaisant, sans que celui-ci ne soit jamais défini et sans qu'un plancher ne soit instauré. Or, pour être efficace, il est nécessaire de définir par la loi le montant en dessous duquel le niveau des pensions ne serait plus satisfaisant.
Aussi, je voudrais profiter de la défense de cet amendement pour interroger le rapporteur et le gouvernement sur le montant en dessous duquel ils estiment qu'une pension n'atteint plus un niveau satisfaisant. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher collègue. L'amendement 1218, il est présenté par Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, donc c'est juste un amendement rédactionnel où, dans l'alinéa 1, à la 3e ligne, on remplace antérieur au pluriel par dans sa version antérieure. Voilà, Monsieur le Président. Et votre avis donc sur le 794 pour la Commission? Sur l'amendement 794, donc avis défavorable de la Commission. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. L'avis sur les deux amendements? Défavorable pour le 794 et favorable pour 1218. Merci, Monsieur le Ministre. Sur le 794, pas d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Amendement 1218, pas d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. 1218, merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il est adopté. Nous passons à l'amendement 796. Il est présenté par Monsieur Vera. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement se propose de supprimer le deuxième alinéa de cet article qui porte l'âge de départ à la retraite sans décote à 47 ans pour les militaires quand celui-ci était jusqu'alors fixé à 45 ans. Vous le savez, nous sommes opposés sur le fond à la logique même des mesures d'âge puisque nous sommes convaincus que cette disposition est destinée à contourner la question des financements. Il aurait pourtant fallu travailler plus en amont cette question afin d'éviter que les salariés et les fonctionnaires, y compris les militaires, ne paient les prix de cette mesure. Selon le dernier rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, les militaires prennent en moyenne leur retraite à 43,8 ans et partent après une durée de service de 23,8 années et bénéficient, toujours en moyenne, d'une bonification de 8,4 ans, comme la bonification donc accordée au titre des opérations extérieures, des services aériens et sous-mariniers, soit au total donc une durée de cotisation correspondant à 32,2 années. Et de manière globale, les pensions sont relativement faibles. Elles sont autour de 1 484 € pour l'année 2008. C'est pourquoi, mes chers collègues, afin d'éviter que les militaires de carrière, notamment les sous-officiers, ne soient sanctionnés, nous proposons la suppression de cet alinéa. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur ce 796. 796, donc encore supprimer l'alinéa 2 cette fois-ci, donc défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Même avis. Même avis du gouvernement. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement 796 veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Amendement 795. Madame Assassi. Merci, Monsieur le Président. Selon le dernier rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, les militaires prennent en moyenne leur retraite à 44 ans. Cet âge varie bien évidemment selon le grade, 51 ans pour les officiers, 46 pour les sous-officiers, 32 pour les militaires du rang. En moyenne, les personnels militaires partent après une durée de service de 23,8 années et bénéficient toujours en moyenne d'une bonification de 8,4 OPEX, service aérien, sous-marin, soit un total, c'est-à-dire la durée moyenne d'assurance, de 32,2 ans. À titre de comparaison, les fonctionnaires civils de l'État prennent leur retraite à 59 ans après 33,6 années, soit plus 1,6 de bonification de service. Toutefois, à l'issue de leurs années de service, les militaires touchent des pensions relativement faibles, 1 484 € contre 1 957 € pour les fonctionnaires civils. Mais surtout, ces pensions sont inégalement réparties. Il faut rappeler que les 2 tiers, c'est-à-dire environ 63% des militaires quittent le service sans droit à pension militaire de retraite. C'est le cas de la quasi-totalité des militaires du rang.
et du quart des sous-officiers, puisqu'ils sont rayés des cadres avant d'avoir accompli 15 années de service. Au final, les militaires français, s'ils partent à la retraite plus jeunes que les autres actifs, partent tout de même plus tard que les militaires américains, britanniques ou allemands. Il ne s'agit donc pas d'un avantage national, mais bien d'une spécificité de l'État militaire que l'on retrouve dans les autres pays. Et qui plus est, contrairement aux croyances en la matière, leur droit à une pension n'est absolument pas assuré. Or, ce texte prévoit de retarder encore plus qu'il ne l'est déjà l'âge de la retraite. La possibilité pour les sous-officiers de partir avec une pension à jouissance immédiate après 15 ans de service sera progressivement supprimée. Comme pour l'ensemble des salariés, la durée de cotisation sera allongée de 2 ans. En 2016, il faudra donc avoir servi 17 ans pour prétendre à une pension à jouissance immédiate. Alors, ceci aura inévitablement 2 conséquences. Le nombre de militaires qui quitteront le service sans droit à pension augmentera considérablement. Et ces métiers qui, par essence, ne peuvent plus être exercés au-delà d'un certain âge, vont connaître un vieillissement particulièrement dommageable pour l'activité elle-même et pour les conditions de vie et de travail des militaires, j'oserais surtout dire pour leurs conditions de sécurité. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission ? Monsieur le Président, cette fois-ci, c'est l'alinéa 3 donc, de l'article 16 qu'on nous propose de supprimer. Avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. L'avis du Gouvernement. Même avis pour les mêmes raisons. Défavorable. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent voter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Amendement 797. Il est présenté par Madame Gauthier-Morin. Oui, si vous le permettez, même Monsieur le Président, je défendrai dans le même mouvement le 797, le 798 et le 799, et cela de manière brève. Avec un grand plaisir, chers collègues. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous l'avons vu tout au long des débats qui ont précédé la séance d'aujourd'hui, l'un de vos engagements d'autorité est de prétendre que l'allongement de l'âge légal de la retraite serait l'une des conditions essentielles pour sauver notre système de retraite par répartition. Vous déclinez ce dogme de façon intangible et aveuglément. Et comme pour les autres catégories de salariés, le relèvement de 2 années de l'âge permettant l'ouverture de droits à pension serait ainsi, avec cet article 7, également applicable aux militaires. Cette application, si j'ose dire, uniforme, et encore une fois, ne tient aucun compte de la spécificité de la condition militaire. En effet, pour un grand pays comme le nôtre, aux traditions et aux capacités militaires établies et internationalement reconnues, l'une des conditions nécessaires pour pouvoir disposer de forces armées efficaces et opérationnelles est qu'elles soient composées d'hommes et de femmes jeunes ou dans la force de l'âge. Certes, les militaires ne sont pas tous affectés à des unités combattantes, mais le ministre de la Défense, en application des recommandations du Livre blanc sur la défense et la sécurité, ne cesse d'affirmer son intention d'inverser le ratio actuel entre les fonctions de soutien et l'opérationnel afin de mieux répondre aux exigences de la projection de nos forces à l'étranger. Nos forces projetables, fer de lance de nos armées, doivent donc impérativement être composées d'hommes, de femmes jeunes, qu'il s'agisse des hommes de rang, de l'encadrement ou du commandement. Ces mesures de relèvement des limites d'âge vont vite se heurter aux réalités du terrain, car il est pour tout le monde évident qu'un militaire ne peut pas accomplir les mêmes tâches physiques à 59 ans qu'à 20 ans. C'est pourtant ce dont il est question dans certains de ces alinéas dans cet article. Et c'est pour cette raison que nous vous demandons d'adopter notre série d'amendements. Merci, chers collègues. Alors, Monsieur le rapporteur, l'avis sur les 3 amendements ? Sur les 3 amendements, avis défavorable de la Commission pour supprimer les alinéas 4, 5, 6 de l'article. Monsieur le Ministre, l'avis du Gouvernement. Même avis, parce qu'on est toujours dans une logique de suppression. Merci. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter ces amendements veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Ils ne sont pas adoptés. Amendement numéro 800. Il est présenté par Madame Labarre. Oui, brièvement, je défendrai 800, 801 et 802
pour insister sur le fait que vous avez décidé, sans aucune concertation avec les intéressés, l'allongement systématique pour toutes les tranches d'âge des limites d'âge des militaires. Nous avons dénoncé précédemment la pratique dogmatique que révèle l'application mécanique de cette mesure, mais nous avons aussi d'autres raisons de nous y opposer et revenir sur ce qu'a dit notre collègue Guy Fischer, car on peut craindre, par exemple, que le vieillissement important de l'ensemble des effectifs de nos armées, auquel conduirait cette disposition, ne constitue rapidement un handicap, en accentuant la différence qui existe dans ce domaine avec les armées amies, qui sont d'un niveau opérationnel tout à fait comparable au nôtre. En effet, nos militaires partent aujourd'hui à la retraite un peu plus tard que leurs collègues américains, britanniques ou allemands. En outre, cette disposition aura assurément un effet négatif sur le déroulement des carrières, car elle entrera en contradiction avec les politiques pratiquées jusqu'ici qui permettent une promotion rapide des officiers et des sous-officiers les plus méritants. Elle risque ainsi de créer un véritable goulet d'étranglement pour les grades les plus élevés. Ce sont des raisons supplémentaires qui nous incitent par ces amendements de conséquence, les amendements 800, 801 et 802, à vous proposer la suppression du relèvement pour certaines tranches d'âge des limites d'âge des militaires. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Avis défavorable pour les 800, 801, 802. Merci, monsieur le ministre. Même avis, monsieur le président. Pas de demande d'explication de vote. Si, monsieur Danglo. Voilà pour cet après-midi et pour les discussions sur la réforme des retraites. Il reste encore de nombreux articles et de nombreux amendements à examiner. Les discussions devraient se poursuivre cette nuit et encore demain, alors qu'une grande journée de mobilisation est prévue. Prochain rendez-vous de l'actualité politique et parlementaire le 19h, présenté par Pierre-Henri Gergonne. Et toujours notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur notre chaîne.